Petite chose avant de commencer, je précise que la culture japonaise n'est absolument pas ma spécialité. Il est donc possible que malgré mes nombreuses recherches, je dise des erreurs. Et si c'est le cas, n'hésitez surtout pas à me corriger en commentaire. Ce sera aussi instructif pour moi, qui en apprendrai donc plus, et pour les personnes qui liront les commentaires et qui se diront que j'ai dit n'importe quoi. J'espère quand même que j'ai pas dit trop de conneries, et je vous souhaite une bonne vidéo. Ça tourne. Dans nos sociétés occidentales, la magie et la nature sont extrêmement liées. Ce lien nous vient de l'influence de la culture gréco-romaine depuis l'Antiquité, dans laquelle il y avait donc tout ce qui était sorcier et sorcière, avant d'être diabolisé, tout ça ce serait un autre sujet, qui étaient plutôt donc des guérisseurs et des herboristes. Les plantes, les fleurs, les champignons, même les animaux, permettaient de créer des potions, enfin des remèdes en vrai, qui guérissaient les gens. Et comme la médecine à l'époque, tout ça, on connaissait pas très bien, le fait de boire quelque chose en rapport avec la nature et ça guérissait, forcément c'était de la magie. Et l'un des plus grands pouvoirs de la nature, c'est son côté paradoxal. La nature, elle représente autant le bien et le mal, le positif que le négatif. Par exemple, les plantes, il y en a qui peuvent vous guérir et d'autres qui peuvent vous tuer. Et cet exemple vaut évidemment pour toute la faune et la flore. D'ailleurs, en 1860, Eliphas Lévy a défini la magie comme la science exacte et absolue de la nature et de ses lois. Ok, cette définition, 1860, ça date un petit peu. Mais parmi les définitions proposées aujourd'hui par le petit Robert, il y en a une qui dit « Impression forte, inexplicable que produit l'art, la nature, les passions ». Donc la nature et la magie semblent encore liées dans nos sociétés occidentales. Mais vous devez vous demander pourquoi je vous raconte ça, puisque le titre de la vidéo et l'introduction parlaient clairement de culture japonaise. Et c'est bien sûr uniquement pour le watch time. Non, en vrai, c'est que je considère que c'est bien de faire d'abord un point sur notre culture à nous, déjà de voir où nous on en est, avant de nous plonger dans une culture totalement étrangère. Et comme vous le savez, j'utilise toujours une œuvre pour illustrer mes propos, puisque c'est ça qui m'intéresse. Et de toute façon, je ne vais pas vous spoiler, puisque c'était dans le titre, nous allons parler du film Mon voisin Totoro de Hayao Miyazaki, sorti en 1988. Je vais déjà vous résumer rapidement le film. Donc on a le personnage de Tatsuo qui déménage avec ses deux filles, Mei 4 ans et Satsuki 10 ans, à la campagne. Leur mère étant hospitalisée pas très loin, cela leur permet d'aller la voir plus facilement et plus souvent. Ils s'installent donc dans une très grande maison en lisière de forêt, donc dans la campagne, entourés de voisins plus gentils les uns que les autres. Surtout la petite grand-mère, mais dans les films de Hayao Miyazaki, toutes les petites grand-mères sont adorables. Et évidemment, elles vont découvrir plusieurs créatures fantastiques, dont logiquement les Totoro, sinon ça s'appellerait pas Mon voisin Totoro. Dans la culture japonaise, chez eux aussi, la magie et la nature sont extrêmement liées et bien plus que dans nos cultures gréco-romaines. Chez eux, il s'agit de l'héritage de la religion shintoïste ou shinto, et je vais dire shinto dans la vidéo parce que c'est plus court. Il s'agit d'une très vieille religion qui a beaucoup évolué avec le temps sans disparaître pour autant. On la considère comme descendante des religions animistes, c'est-à-dire la croyance en un esprit, une force vitale qui anime les êtres vivants, les objets, mais aussi les éléments naturels comme les pierres ou le vent, ainsi qu'en des génies protecteurs. Dans le Shinto, il y a plusieurs façons de représenter ces esprits, il y a plusieurs noms, et nous allons d'abord parler des kami. Par contre, le panthéon japonais compte environ 8 millions d'esprits et tout ça, donc je vais pas en parler, vous vous doutez que là, c'est pas possible, ça sera beaucoup trop long. Et il existe de toute façon des vidéos très intéressantes qui présentent les principaux, donc je vous invite plutôt à faire des recherches là-dessus de votre côté, puisque moi je vais me centrer sur ce qui est présent dans Mon voisin Totoro. C'est assez difficile de définir clairement ce qu'est un kami. Je vous ai parlé de la définition des religions animistes, mais dans le Shinto c'est quand même un petit peu différent, c'est une religion qui en descend, c'est pas une religion animiste réellement.
Malgré qu'il soit assez difficile de définir clairement ce qu'est un kami, il existe une définition qu'on a considérée comme la définition officielle, qui est celle de Motoori Norinaga, et qui dit « Un kami est quelque chose d'extraordinaire et de supérieur qui inspire le respect, la stupeur ». Pour les termes respect et stupeur, ça dépend en fait de la traduction que vous choisissez. En pratique, tout ce qui tranche avec l'uniformité d'un lieu, du climat, etc. peut être un kami ou en abriter un. Comme un arbre par exemple, mais on va revenir sur ce détail. Mais surtout, il n'y a pas de différence entre le bien et le mal. Il existe donc des kami bienveillants et d'autres malveillants. Je l'ai dit, la nature et la magie sont très liées dans la religion Shinto, et notamment, comme je viens de le dire, avec l'existence des kami. Mais plus que ça, plus qu'un simple lien magique avec la nature, il faut savoir que dans leur religion, la nature est extrêmement respectée. La nature, en fait, c'est un grand tout, et nous, les humains, on est juste un petit morceau, si vous voulez, de ce grand tout. Revenons à Hayao Miyazaki, qui est un dessinateur et réalisateur japonais, né en 1941. Dans à peu près, je pense, toutes ses œuvres, la nature est très présente. Elle est parfois bienveillante, mais peut-être aussi vengeresse. Dans une interview pour The New Yorker, il dit même qu'il attend une ère où les herbes hautes reprendraient la terre. Mais Miyazaki, malgré son amour pour la nature, ne se considère pas pour autant comme un écologiste. Pour lui, il gaspille trop de papier et boit trop de café. C'est lui qui l'a dit et ça n'a absolument aucun intérêt pour la suite de la vidéo, mais je trouvais marrant de le dire. Voilà, c'était la petite anecdote. Revenons à Totoro, où l'histoire se passe déjà à la campagne, en lisière de forêt, donc forcément la nature elle est très présente. De plus, juste à côté de la maison, dans la forêt, il y a un camphrier géant, donc c'est un type d'arbre, qui est tellement immense donc qu'il dépasse des autres et qui du coup est forcément un très vieil arbre pour être arrivé à cette hauteur. Mais regarde ça! Quoi? Cet arbre! Et donc en dépassant de la forêt, il tranche un peu avec celle-ci. Et qu'est-ce que j'ai dit sur un élément de type par exemple un arbre qui tranche avec l'uniformité d'un lieu? Vas-y, je te laisse répondre en commentaire, vas-y, je t'écoute. Tout à fait, il peut effectivement abriter un kami. Dans le film, à un moment, nous suivons la petite Mei, donc la petite pitchoune de 4 ans, qui joue dehors et qui aperçoit une petite créature blanche un petit peu bizarre et elle se met à la suivre. En courant après, elle la perd de vue et elle la retrouve accompagnée cette fois-ci d'une créature un peu plus grosse mais bleue. Elle va donc se mettre à poursuivre les deux créatures jusque dans la forêt, jusque donc au camphrier et elle va tomber dans un trou qui était dans le camphrier. À l'intérieur, c'est un vrai petit paradis naturel, il y a des herbes, des papillons, c'est vraiment très joli. Et surtout, il y a une espèce de grosse bestiole qui dort. Elle ressemble aux deux petites qu'on a vues, mais en énorme, et elle est en train de taper sa meilleure sieste. La petite Mei n'a pas du tout peur de cette créature qui est pourtant immense, et va tout faire pour la réveiller et grimper sur son dos, et donc on va s'apercevoir qu'elle ressemble aux deux autres, mais en gris. Bon, faut vous imaginer que ce truc est énorme, mais ne fait pas la taille de ma tête. Voilà. Elle est sur son ventre, elle a l'air de s'amuser, même si clairement on voit à un passage que le truc pourrait la bouffer en une seule fois. Et elle décide de le nommer Totoro. Très fière de sa petite trouvaille, enfin sa grosse trouvaille, elle veut absolument la montrer à sa sœur et à son père qui la croit d'ailleurs. Tatsuo, donc le père, dit à Mei que c'est sûrement le protecteur de la forêt et que ils vont aller voir, mais que c'est possible qu'ils ne le revoient pas car c'est une chance de voir un esprit. Forcément, vu comme ça ferait clairement de Totoro un kami et nous allons voir qu'il y a deux petits éléments qui fondent vraiment cette théorie. Premièrement, quand ils vont se rendre au camphrier, donc qu'ils vont aller dans la forêt, ils vont passer sous un espèce de petit portail qui s'appelle en réalité un torii. Dans la religion Shinto, un torii est fait pour séparer un espace sacré, donc ici la forêt, de l'espace profane. Il existe une très vieille règle qui se perd aujourd'hui, mais qui est respectée dans le film, c'est que les humains ne doivent pas passer au milieu du torii, mais sur les côtés, ce qu'ils font, tout simplement parce que le milieu est un passage réservé aux kami. Et le deuxième détail qui là ne laisse absolument plus aucun doute sur le fait que Totoro soit un kami,
c'est qu'autour du camphrier, il y a une espèce de corde. Il s'agit précisément d'un shimenawa, qui est une corde tressée en paille de riz et qui est sacrée. On peut en trouver à divers endroits, elle a plusieurs utilités cette corde, mais si on la retrouve autour par exemple justement d'un arbre, cela signifie qu'à l'intérieur il y a un kami. Et bizarrement, c'est l'espace de vie de Totoro. Donc là, si vous aviez encore un petit doute, Totoro est bien une représentation d'un kami. Et avant de partir, le père récite une petite prière de remerciement à l'arbre avant de le saluer avec ses 2 filles. Merci, beau camphrier, d'avoir gardé Mei. Protégez-la et protégez-nous. Merci de tout cœur. Il faut savoir qu'une inclinaison de ce type dans la religion Shinto, c'est un signe de respect. Après bon, on les voit pas quitter la forêt, mais logiquement ils sont censés repasser par le torii pour quitter l'espace sacré et revenir dans l'espace profane. Donc Totoro est apparu la première fois dans son espace de vie, un espace qui abrite un kami, donc le camphrier, mais il apparaît une seconde fois dans le film. Et l'endroit est beaucoup plus improbable du coup qu'un arbre sacré, puisqu'il s'agit d'un arrêt de bus. Alors que pourtant les kamis sont censés apparaître proches des lieux sacrés. Bon, d'un côté, cet arrêt de bus quasiment au milieu de la forêt, il tranche un peu avec l'uniformité de la forêt, mais là c'est peut-être un petit peu exagéré de dire que du coup ça abrite un kami quand même. Mais surtout tout près de l'arrêt de bus, quand la petite Mei se balade un peu parce que elle s'ennuie d'attendre son papa qui est censé arriver en bus, elle voit un petit sanctuaire. Et normalement, ce genre de petit sanctuaire se trouve près des temples. Alors je sais pas où est le temple, mais en tout cas il y a le petit sanctuaire. Donc techniquement, l'arrêt de bus est bien un endroit où peut apparaître un kami, même si c'est super bizarre. Ces différents éléments montrent, comme je l'ai dit, le respect de la nature et son côté magique avec la présence de créatures comme les Totoro. Et aussi, ce qui est intéressant, c'est qu'on voit que malgré sa modernisation, le Japon respecte encore ses traditions. Et il y a un autre personnage magique dans Totoro et vous auriez, je pense, été un petit peu triste si vous aimez le film, que je n'en parle pas. Il s'agit bien sûr du Shabus. Alors, enfonçons-nous encore plus dans le bordel du Shinto et du coup dans le fait que je puisse dire des conneries, le Shabus ne serait pas un kami mais un yokai. Le yokai est une créature issue encore une fois donc du folklore Shinto et qui est plutôt une créature malveillante ou au moins farceuse. Mais elle n'est pas un esprit divin si vous voulez comme les kami. En gros, si je voulais convertir entre guillemets à notre culture, pour nous, les yokai, ça pourrait être des vampires ou des lutins farceurs. Voilà, si vous voulez essayer d'imaginer un peu. Donc dans Totoro, le Shabus n'est pas une divinité, donc elle serait plus un yokai. Et plus précisément, ce yokai-là, c'est ce qu'on appelle un bakeneko. Le bakeneko, donc de neko qui veut dire chat, est à la base un chat, tout ce qu'il y a de plus banal la journée, généralement plutôt vieux, 10 ou 13 ans, ça dépend ce que j'ai lu, mais un vieux chat qui, la nuit, passe d'un chat normal à un monstre sanguinaire. Et comme j'ai dit, rassurez-vous, tous les chats ne sont pas des bakeneko, seulement les vieux chats. Donc si votre chat est jeune, vous ne risquez rien. Si vous avez un vieux chat, désolé. En tout cas, vous pourrez pas dire que je ne vous ai pas prévenu si votre vieux chat se met à vous dévisager bizarrement en pleine nuit. Hein, voilà, moi je préviens, après vous en faites ce que vous voulez. Pourtant, je viens de le dire, le bakeneko est une créature malveillante, ça peut même être un monstre, il peut torturer ses victimes et tout. Et dans le film, le Shabus, il est trop mignon, enfin il a une tête un peu flippante, mais il est trop mignon. Alors pourquoi? Je sais pas. Ma seule théorie qui est très vague et que moi-même je ne trouve pas vraiment fiable, c'est que le Shabus arrive avec le vent et il serait peut-être plus un kami esprit du vent qu'un yokai bakeneko. Mais alors je suis pas du tout sûre de moi. Si vous avez des théories ou si vous savez vraiment, n'hésitez pas à le dire en commentaire parce que je serais curieuse de savoir en vrai. Mon voisin Totoro est un film plutôt adapté à un public assez jeune, on va pas se mentir. Ce qui n'empêche pas qu'on peut l'apprécier en étant plus vieux. Hein. Moi j'adore toujours ce film et je pense que je ne suis plus vraiment tout à fait une enfant. Enfin dans ma tête encore un peu, remarquez. Mais du coup ce qui est intéressant, c'est que ce film montre le respect de la nature, montre un petit peu le principe de kami,
de yokai mais de façon mignonne. Et comme c'est adapté à un public jeune, c'est une façon, je pense, d'apprendre un petit peu aux nouvelles générations, un petit peu le respect de la nature, le côté magique et le Shinto. Bien sûr, je pourrais vous parler de toute l'œuvre de Miyazaki pour vous montrer toutes les façons dont il présente la nature, parce que ici, c'est le côté magique, c'est les kami, c'est le Shinto. Mais si vous prenez par exemple Princesse Mononoke, là, on est beaucoup plus sur le côté vengeur et colérique de la nature face à l'industrialisation humaine. Mais voilà, j'avais envie ici de parler de quelque chose d'un peu plus positif, de parler de kami, de Shinto, de yokai. Voilà, c'est pas hyper détaillé non plus ce que j'ai dit, mais je pense que ça peut vous donner des pistes, des envies peut-être de connaître plus de choses sur ces sujets, envie de vous renseigner et déjà peut-être vous avoir appris 2-3 petites choses. Donc du coup, j'espère que cette vidéo vous aura plu, que vous verrez peut-être un petit peu différemment Mon voisin Totoro. Si vous l'avez vu, si vous ne l'avez pas vu, n'hésitez pas à aller le voir, c'est un très beau film. Surtout si vous avez des proches très jeunes, n'hésitez pas à leur montrer, franchement, c'est parfois même mieux que certains Disney, honnêtement, on va pas se mentir. Donc voilà, j'espère vous avoir appris peut-être 2-3 petites choses. Sur ce, je vais vous faire de très très gros bisous, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. En attendant, portez-vous bien, abonnez-vous, mettez le pouce bleu, le commentaire et tout le blabla que vous connaissez déjà.